Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Une caravane vous a ouvert un chemin personnel où des mots de toujours vous permettent de vous interroger sur d'autres mots, ceux de notre société d'aujourd'hui. Des thèmes auxquels vous demeurez fidèle, comme le montre votre nouvel album. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors c'est à ce nouvel album Haute Fidélité dont on va parler, Oui. et puis un parcours que vous avez mené et qu'on va évoquer à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Alors la première, elle ne vous concerne pas directement, Oui. mais elle concerne votre famille. C'est le 9 octobre 2012. Écoutez ceci. Je pense que la recherche est la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche qui est motivée par la curiosité de comprendre. C'est le jour où votre oncle, Serge de Haroche, comprendre obtient la le prix nature, Nobel de physique. C'est quand même pas n'importe quoi. C'est un beau souvenir, je suppose. Oui, c'est un beau souvenir, bien sûr. C'est très impressionnant, très admirable. Ouais. C'est-à-dire que votre oncle est professeur au Collège de France, directeur de recherche à Normal Sup. Et là, il avait fait des recherches avec un Américain, David Weiland, et ils sont récompensés pour leurs travaux sur l'interaction lumière-matière. Je ne sais pas si vous y comprenez quelque chose. Non, je comprends rien. Non. Non, mais en même temps, c'est quand même un prix qu'ont reçu en leur temps Pierre et Marie Curie. Oui, bien sûr, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors ça fait partie des souvenirs de la famille. Une famille où on a fait quand même pas mal d'études aussi, Raphaël. Dans ma famille, vous voulez Oui, dire toute oui. ma famille? Non. C'est très vaste. Je dirais que moi, je peux parler de mes études à moi, si vous voulez. Après, ouais, Mais les études des autres, j'ai plus de Non, mais moins de connaissances. En gros, ils ont fait, sans en parler, ils ont fait de grosses études. Je crois que vos parents étaient avocats avant de faire d'autres choses. Notamment, votre père s'est occupé de presse médicale. Ça tombe Oui. bien avec votre oncle. Il est aussi romancier. Il a eu un prix, je crois, pour l'affaire Rosenblatt. Ah oui. C'est des choses qui ont marqué votre famille. C'est rare d'avoir une famille faisant à la fois de la médecine et des romans. Je dirais que c'est des choses, c'est un peu un gros mélange. Je dirais que c'est une famille de scientifiques, oui, effectivement. Voilà. Et vous avez fait des hautes études, ça a été le lycée Pas Henri du IV. tout, non. Moi, Ouais. j'ai passé mon bac. Oui. Et ensuite, j'ai fait du droit très, très mollement. J'ai vraiment fait des études très médiocres. Oui, mais en même temps, vous êtes inscrit à Hippocagne où vous n'êtes pas allé. Oui, mais donc, d'où les études assez médiocres. Ouais. Et le lycée Henri IV, c'était quand même un des plus prestigieux de Paris, Raphaël. Oui, c'est vrai. Et il y avait d'ailleurs un physicien qui était dans ce lycée avant, c'est Édouard Branly, sans qui on ne ferait pas de radio. Ah oui, j'ignorais. Voilà. Alors, vous travaillez quand même énormément, parce que dans la famille, je crois, on a toujours beaucoup travaillé, Raphaël. Ça dépend de quelle partie de la famille. Il y a beaucoup de gens de la famille qui ne travaillent pas du tout, non? Je ne sais pas très bien. Vous voulez dire une partie de... Mon oncle, en tout cas, travaillait très bien à l'école, si c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'était un excellent élève, sûrement. Mais on vous a enseigné une exigence familiale que vous avez aujourd'hui dans vos albums. C'est très différent, vraiment, je crois que c'est très différent. Disons que je viens d'une famille plutôt très intellectuelle du côté de mon père, ou très scientifique, où les gens faisaient des très hautes études, et pas spécialement du côté de ma mère. Voilà. Et ensuite, du côté paternel, du coup, je dirais que la chose de faire de la musique, ou même écrire des livres, ou faire des activités artistiques, leur paraissait être une activité totalement anormale, presque. Voilà. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que l'exigence du rock, pour eux, faire du rock, c'est un truc presque... Ça n'a pas de sens, quoi. Donc, je crois qu'en fait, c'est presque comme si j'étais sorti de cette orbite-là. Tout à fait, en fait. Donc, je ne crois pas que l'exigence familiale puisse s'appliquer à ça. Je crois que c'est juste que j'essaie de faire de mon mieux pour faire des bons disques, mais je pense que ça n'a pas de rapport. Voilà. Ça, vous faites effectivement de votre mieux en travaillant beaucoup. Mais au départ, vous vouliez être tennisman, je crois. C'était un de vos premiers rêves, Raphaël. Ouais, je voulais être tennisman, j'adorais le tennis, c'est vrai. Et puis finalement, ça a changé. Mais la chanson, c'est depuis toujours aussi. Ouais, c'est vrai, mais après, j'avais vraiment pas le niveau pour le tennis. Comme beaucoup de gosses de mon époque, on aimait le sport, quoi. On aimait le foot ou le tennis, et moi, je voyais les mecs, Lendl, je me rappelle, j'étais fan de Lendl. J'étais un des seuls de ma génération à aimer Lendl. Il était pourtant pas très marrant. Oui, mais enfin, c'était un personnage. Ouais, un il joue bien, ouais, c'était un grand champion. J'ai toujours préféré à McEnroe, que je trouvais capricieux, irritant, et toujours à tricher ou à essayer de déstabiliser les adversaires par des méthodes qui me paraissaient tout à fait déloyales. Oui, je pense que c'est un numéro, oui. Alors que Lendl me paraissait être un peu croque-mort, mais comme ça, il tenait son cap d'une certaine dignité. Je l'aimais bien. Et oui, c'est vrai. Vous avez appris le piano et la guitare au départ. J'ai appris le piano petit, oui, mais encore une fois, j'ai appris le piano comme ça, quelques cours du conservatoire, mais je savais pas bien jouer. J'étais pas doué pour la musique classique. J'avais pas le talent pour ça. J'avais envie simplement d'écrire des chansons. Pour résumer, peut-être pour plaire aux filles, j'avais envie d'écrire des chansons et de jouer de la guitare. C'était pas tellement plus compliqué que ça, je crois.
Oui, enfin, vous avez pris le prénom de Raphaël, je crois, parce que vous bien. avez été influencé par Barbara. C'est mon prénom surtout. Ouais. Oui, je sais, mais ouais. il y a, en général, on met un nom de famille et vous avez choisi le prénom Raphaël parce que Barbara, elle aussi, avait un prénom. Alors, c'est une tradition, je dirais que c'était Barbara, c'était Christophe, c'était Renaud, et c'est encore aujourd'hui moi ou Camille ou d'autres chanteurs qui m'ont succédé. C'est une tradition dans la chanson de ne pas mettre les noms de famille. Je ne sais pas très bien pourquoi, pour faire peut-être chansonnier populaire, je ne sais pas. En tout cas, Barbara, pour votre culture personnelle, elle faisait semblant à l'âge de 6 ans de jouer du piano. Elle tapotait et tout le monde la félicitait alors qu'elle ne jouait absolument pas le piano. Ça s'est arrangé depuis. Alors, il y a quelqu'un aussi qui vous a beaucoup plus influencé à vos débuts. Quelqu'un qu'on n'entend pas souvent, c'est lui. Il voyage en solitaire. Nul ne l'oblige à se taire. Gérard Manset, l'un des plus grands compositeurs, auteurs français, qu'on entend peu. D'ailleurs, il se cache. Je crois qu'il y a une seule interview qui existe depuis des années. Et je me souviens même qu'un jour, à la Forêt des Livres de Gonzague-Saint-Brie, il a reçu un prix. Il a refusé de se mettre au balcon pour recevoir son prix. Il l'a reçu à l'intérieur. C'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un d'assez discret. Il fait quand même pas mal d'interviews, en fait. Hein. Je crois qu'il en fait à chaque album. Il fait pas de télé. Voilà. Mais il fait beaucoup d'interviews presse. Et je crois que si on veut lui parler, c'est pas très compliqué. C'est juste qu'il aime pas être filmé, qu'il aime pas ce truc de l'image, quoi, et que c'est devenu comme une marque après ou je crois. Hein, mais oui, c'est un très grand musicien, c'est un très grand parolier. Surtout, je trouve qu'il a une façon d'écrire très étonnante, quoi, très sèche, très droite, très ascétique. Je trouve que c'est un grand musicien, quoi. J'admire beaucoup. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a marqué aussi à vos débuts, Raphaël. Je l'ai découvert tard, en fait, j'ai découvert par sa fille. Sa fille était ma manageuse et j'ignorais même son existence. Je savais que c'était sa fille et je suis devenu copain avec elle. On était très proches, très liés. Elle me dit, tu sais, mon père fait de la musique. Je dis, ah oui, oui, bon. Elle me cite son nom. Je dis, j'ignore totalement qui c'est. Je veux dire, à 25 ans, je ne savais pas qu'il existait, quoi. C'est tellement il est discret, peut-être, ou tellement sa musique n'était pas diffusée sur les ondes radio, des choses comme ça. Moi, j'écoutais vraiment les tubes du moment, quoi. Ou sinon, j'écoutais le rock anglais, quoi. Et ensuite, j'ai découvert petit à petit par cette chanson. C'est la première chanson que j'ai écoutée. Je trouve ça très beau. Je me suis dit, waouh, c'est étrange, c'est vibrant, c'est beau. Non, mais et après, j'ai découvert tous ces disques que je trouve merveilleux, ouais, très, très importants, très intéressants. Et puis, surtout, c'est vraiment un vrai poète. Je pense qu'il pourrait être dans les collections de poésie de la NRF, quoi, sans problème. Sans problème. Il voyage en solitaire était vraiment son grand succès populaire dans les 70, je me souviens de cette époque. Et il a écrit, on l'a oublié, La mort d'Orion, qui est l'un des premiers concepts, des albums concept français, à l'image des Pink Floyd. Oui, alors encore une fois, ça, j'ai découvert ça dans les années 2000, mais c'est vrai que c'est très étonnant, La mort d'Orion, c'est magnifique, il y a des parties en latin récitées et tout, c'est très aride, hein, mais j'ai fait une reprise d'un des morceaux pour un hommage qu'on lui rendait au Franco. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Je dois dire que j'écoute pas très souvent, mais quand j'écoute, je suis repris à chaque fois par la même admiration. Je me dis, putain, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et comment se fait-il que sa fille soit devenue votre manageuse? Elle est rentrée comme ça, vous avez été par hasard, non, on s'est rentrés dans une boîte de nuit, les bains-douches, pour être tout à fait précis. Voilà, donc pas du tout connecté sur Orion, mais sur les bains-douches et la vodka tonique du bar. Et voilà, on est devenus copains comme ça dans une soirée ou un concert d'un je ne sais plus qui, un concert de reprise de funk quelconque sur la scène des bains-douches. Et on est devenus potes. Et puis je fais écouter mes maquettes, elle est venue en répète et ainsi de suite. On a créé c'est au moment où je cherchais un contrat. Et puis j'ai trouvé une maison de disques. Et puis au début, elle est venue en studio un peu comme une copine. Et puis petit à petit, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi est-ce que tu serais pas ma manageuse? Et puis ça l'est toujours aujourd'hui, ouais. Voilà. Et la première chanson, c'était celle-ci. Alors c'est pas la première chanson, ça, c'est une chanson du premier album. C'est une chanson du premier album, oui. L'Hôtel du Nord, c'est une chanson importante parce que c'est un hommage à Arthur Rimbaud, à travers un hôtel où il a vécu, je crois, au Yémen. Oui, c'est ça, je crois que c'était... Après, je crois qu'en fait, j'avais même pas pensé à Arthur Rimbaud. C'est juste qu'il y a tellement d'hôtels de l'univers à Paris, en province, partout. Je me rappelle, c'était plutôt à Saint-Malo. Oui. Je tombais sur un hôtel de l'univers de Saint-Malo et j'avais pas pensé. Après, je me souvenais de mes études qu'effectivement Rimbaud avait séjourné dans cet hôtel, mais c'était plutôt, je pensais à cette métaphore, quoi, d'un hôtel de l'univers. Mais je pensais pas directement, en tout cas pas consciemment, à Rimbaud. Voilà. Et Rimbaud, il a toujours un succès posthume puisque le 9 octobre dernier, sa dernière lettre à sa sœur a été vendue pour 405 000 €.
Ah ouais, C'est fou, hein. ouais, Alors, bien sûr. ce premier album a un succès d'estime. Je crois qu'il y a 65 000 exemplaires vendus. Ça vous permet de faire des premières parties. Ah, Vanessa... beaucoup moins, je dirais beaucoup moins. Après, il s'est vendu très bien, Ouais. mais je pense que je dirais peut-être 10 000 albums vendus. Ouais, bah, c'est un début. Oui, bien sûr, c'est un début, c'est très bien. Et surtout, ça vous a permis de faire les premières parties de Vanessa Paradis et de David Bowie, qui était votre idole. Ouais, j'ai fait les premières parties de Vanessa Paradis à cette époque, c'est vrai. Et ensuite, j'ai fait une première partie de David Bowie euh, à la toute fin de ce disque, ou au début du suivant plutôt, au moment où sortait le suivant, je crois, ou un an avant, vous avez raison. Un an avant, ouais, bah, c'était des sacrés souvenirs, c'est vrai. Parce que c'est quelqu'un que vous adoriez et que vous rencontrez en chair et en os. Ouais, Vanessa Paradis, je l'avais suivi un peu en tournée, et c'était très joyeux de, d'être tout ce temps-là avec, avec elle, et puis avec toute son équipe. Et ensuite, comment Bowie, bon, c'était un souvenir incroyable. C'est vrai que c'était une putain de star, et puis je l'avais toujours aimé, donc c'était un moment, quoi. C'est important à la fin d'un premier disque, comme ça, de faire des premières parties. Et là, c'était des premières parties qui avaient de la gueule, quoi. Oui, il vous a encouragé. Il a été sympa avec vous quand vous lui avez parlé. Oui, il est sympa avec tout le monde. C'était un gentleman. Il était conscient de l'effet qu'il produisait sur les gens, donc il voulait laisser un bon souvenir, je pense. Ouais, il était charmant. Et sa première télé, on l'a un peu oublié. À 17 ans, il a créé une société pour la prévention de la cruauté envers les hommes aux cheveux longs. Ouais, il a raison, c'est vrai. Il a raison. Et il a été interviewé par la BBC. C'est sa première télé. Ouais, avant je me beaucoup. rappelle. Elle est très marrante, cette télé. Alors, autre date importante dans votre vie, c'est le 4 mars 2006. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Raphaël. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Raphaël. On parlera tout à l'heure de cet album Haute Fidélité. Une date importante, 4 mars 2006. Que s'est-il passé le 4 mars? Les victoires de la musique. 3 oui, victoires de la d'accord, musique. oui. Ça, c'est un souvenir fabuleux. C'est un souvenir... Oui, c'est un très bon souvenir, c'est vrai. Alors... C'est vrai que c'est un très bon souvenir, mais je me souvenais pas de la date déjà du tout. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, je savourerais plus si j'étais comme ça nommé aux Victoires de la musique, ou si je gagnais, je veux dire, de plein de prix. Quand on est jeune, souvent, on n'accorde pas tant d'importance que ça. Je pense vraiment que j'y accordais pas beaucoup d'importance en fait à l'époque. Je me disais bon, j'ai eu beaucoup de chance, ce disque a très bien marché. C'est souvent les disques qui marchent très bien qui reçoivent tous les prix, alors c'est mon tour, voilà. Et j'ai fait la fête avec des copains, quoi. Mais aujourd'hui, je suis content de les avoir eus, mais le jour où ça s'est produit, j'étais assez détaché de ça, vraiment. Et c'était pour cette chanson. Non, il y a parce qu'après... Alors cette chanson Caravane, d'abord ça a été une grosse surprise, ça a été une année de folie pratiquement pour vous, Raphaël. Oui, c'est vrai, c'était un grand succès cet album, cette chanson, et puis les 3-4 qui ont suivi, 150 ans, Ne partons pas fâchés, je sais plus laquelle d'autre, enfin bon, beaucoup quoi. Tout l'album avait très bien marché, et c'était une grande surprise parce que l'album était peut-être pas formaté ça n'en prenait pas la tournure au début, donc c'était comme ça, gracieux. Les gens se sont appropriés ces chansons, les ont aimées, les ont écoutées, usées. Et bon, je les joue encore aujourd'hui souvent sur scène avec beaucoup de joie. Voilà. Alors, la Caravane, pourquoi? Bon, il y a le clin d'œil, je pense, à la famille, puisque vous avez des origines à la fois du Maroc, de l'Argentine. Et puis, la Caravane, c'est aussi le côté voyage que vous aimez. Ouais, je pense que c'était ça. Je pensais un peu à la caravane dans le désert, quoi. Quelque chose d'itinérant, quoi, oui. Et vous savez que les premières caravanes, elles datent de 1898, c'était pour les Anglais qui parcouraient leurs terres en caravane et dormaient dedans. Et la première caravane en France, ce sont les frères Notin qui l'ont créée en 1935, et ça a été l'événement de la foire de Paris. Donc ça a été... D'accord, ok. Alors, cette chanson, en même temps, la caravane, c'est un questionnement sur la vie, sur l'avenir. Ce sont des sujets qui vous préoccupent, Raphaël? Oui, alors elle est assez loin, cette chanson. Je l'ai écrite il y a 17 ans ou 18 ans, mais Le temps n'a pas changé, hein. Oui, non, sûrement, mais c'est vrai, je ne sais plus trop. Voilà, je me rappelle que c'était cette mélodie que je trouvais assez mystérieuse et qui me plaisait beaucoup, qui avait comme un élan. Et après, les phrases étaient un peu interchangeables, elles étaient assez curieuses, mais oui, c'est sûrement ce que vous dites, un questionnement sur la vie, sur l'avenir, tout à fait. Et des questions que vous posez aussi aujourd'hui, ou ça a changé, Raphaël? Non, je n'ai trouvé aucune réponse depuis 17 ans, à vrai dire. Je n'ai rien appris de plus. Mais
Mais oui, c'est vrai. Après, je me pose pas des questions. Je suis pas du genre à me demander qui était avant la poule ou l'œuf tous les jours, quoi. Vraiment, pas du tout. Mais non, non, moi, j'ai plutôt une vision de la vie très positive, quoi. Je me lève, je vois qu'il y a du soleil, je me dis que c'est merveilleux. Je sais pas, chaque chose, des choses parfois évidentes peuvent me paraître assez miraculeuses, quoi. Je suis assez comme ça. Je fais de la méditation. Je suis très positif, quoi. On peut Oui, pas dire que je vois vraiment toujours le verre à moitié plein, quoi. avec une certaine mélancolie quand même de temps en temps. Oui, mais la mélancolie, c'est un sentiment agréable. C'est un sentiment ça veut dire qu'on chérit le passé aussi. Ça veut dire qu'on a envie on peut profiter du présent que parce qu'on chérit le passé. C'est parce que je sais le bonheur que c'était d'être enfant, que je vois à quel point c'est merveilleux d'avoir des gosses dans les bras et de pouvoir passer un moment avec eux. Donc, je crois que tout ça est lié. Et puis, il y a une autre chanson sur cet album qui a touché bien des cœurs. Et l'autre fois je te croise dans la rue et tu me dis même pas bonjour. Et je sais, je fume trop. Une chanson pour Patrick Devers. Ouais. Pourquoi cette chanson, Raphaël? Ouais, c'est marrant, ça fait longtemps que je l'avais pas écoutée. Ça sonne bien, j'aime bien. Ah oui. Et j'aime bien ce qu'elle raconte, cette chanson. Et c'est une histoire un peu tortueuse, encore une fois, comme toutes les histoires. J'avais écrit cette chanson en pensant à Guillaume Depardieu. Voilà, j'étais assez copain avec lui, je le voyais un petit peu, et je voulais la travailler avec lui, donc j'avais vu 2-3 fois, il était venu à la maison. Je me rappelle, il se couchait sur le canapé, il sifflait des martinis, il jouait magnifiquement du piano. Et j'aimais beaucoup, quoi. Et je voulais qu'on écrive cette chanson ensemble. Et puis il a botté en touche, il est parti, je sais plus où. Il était très perdu, quoi. Et je me suis dit, c'est une chanson pour lui, voilà. Et puis après, je me suis dit, c'est quand même gênant d'écrire une chanson pour un mec qui m'a rien demandé. Donc je l'ai écrit comme je sais pas, son double dans l'histoire, quoi. Qui me paraissait être Devers, quoi. Ils me paraissaient très proches l'un et l'autre. Ils étaient très proches, je pense. Voilà, l'histoire. Et en même temps, Patrick Devers a fait une carrière courte mais incroyable. Il a commencé à 6 ans dans un feuilleton de télévision, La Déesse d'Or, qui était le feuilleton préféré des enfants. Et moi, l'un des premiers souvenirs de Devers, c'est au Café de la Gare quand il a débuté. Et comme c'était plein, il était chargé de virer les spectateurs qui n'avaient plus de place. Il prenait un tuyau d'arrosage et il arrosait la foule pour qu'elle s'en aille. C'était la folie de Devers à l'époque au Café de la Gare. Mais je l'ai pas connu, moi, Devers, du tout. Mais Un personnage étonnant, Ouais. très touchant. sûrement, Alors, ouais, bien sûr. les Magnifique acteur. Ouais. Les sorties, pour vous, il y a une année où vous en avez fait beaucoup, c'est en terminale. Parce que en terminale, vous avez eu le bac, mais après être beaucoup sorti la nuit, Raphaël. La nuit? Non, Le pas du soir. tout. Ah non, non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? On Non, m'a dit non. que vous étiez beaucoup sorti à cette époque-là. Non, 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 au contraire, non, au contraire. Je crois que la première fois que j'ai mis les pieds dans une boîte de nuit, je devais avoir 20 ans ou 22 ans, donc non, non. Ah oui, donc. Au contraire, j'étais dans un truc d'études, comme vous l'avez rappelé, jusqu'au bac, et ça me manquait de pas avoir cette vie nocturne, de pas avoir d'avoir l'impression d'être tout le temps enfermé à, je sais pas quoi, à travailler du grec, du latin et des mathématiques, alors que j'avais l'impression que la vraie vie se passait dans les rues, dans le rock, dans les bars, dans la nuit. Voilà, non, non, je suis pas du tout sorti en terminale. Et vous avez obtenu le bac avec la mention bien. J'ai obtenu mon bac, ouais. Et vous auriez dû continuer après, même si ça vous intéressait pas. Je pense que vos parents ont été un peu étonnés que vous alliez vers la chanson, alors que vous aviez des dispositions. Je crois que vous avez eu un diplôme de propriété intellectuelle. J'ai eu un diplôme, ouais, bah donc j'ai continué un petit peu quand même, Ouais. mais je dirais que j'ai fait un peu d'études, quoi, comme ça, parce que je savais pas comment faire de la musique, comment trouver le son, comment trouver le moment pour y arriver. Donc je continuais très mollement, je vous l'ai dit, des études de droit qui m'intéressaient pas du tout, à vrai dire, pour lesquelles j'étais mauvais. Non, j'étais vraiment mauvais, un élève mauvais. Oui, J'étais mais- mauvais, très mauvais, Mais la épouvantable. non, non. La propriété intellectuelle, ça date, je crois, de 67, avec la création d'une organisation mondiale de propriété intellectuelle. Avant, ça n'existait pas. Bah, vous m'apprenez tout ça, vous voyez à quel point mes études m'ont servi. Alors, vous dites aussi, vous avez dit un jour dans une interview que vous êtes calme comme un lac de montagne. Oui. C'est vrai, c'est votre quotidien, le calme pour travailler, pour vivre. Vous ne vous énervez jamais? Non, je vous dis, ça sert à rien de m'énerver. Bon, après, je fais de la méditation, je fais des choses comme ça, je fais du yoga, donc ça m'aide à rester calme. Et puis, on peut toujours voir les choses d'une manière où on se sent agressé, où on sent les choses de style, ou on peut aussi voir les choses d'une manière un peu relativisée. J'ai écrit des chansons même là-dessus. Cette chanson, dans 150 ans, on s'en souviendra pas. C'est une chanson
c'est sur le principe de relativiser les choses, quoi. Ça parle que de ça, finalement. Et il y a une quoi bon se mettre la rate au courbouillon, si vous voulez. Exactement. Et il y a une chanson d'ailleurs qui... Il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Il y a deux choses graves dans la vie, la naissance et la mort. Tout le reste, c'est à cette de rien. » Voilà. Et la mort est un manque de savoir-vivre, a dit Pierre Dac. Qui a dit ça? Pierre Dac. Ah oui, d'accord. Alors, il y a une chanson aussi qui a marqué votre carrière. C'est un duo qui a une histoire. C'est vous avec Jean-Louis Aubert dans Sur la route. La vie s'écoule entre nos mains, la joie, la peine, notre chemin. Traverser la vie sans billet de train. Alors, cette chanson, Sur la route, Jean-Louis Aubert l'avait créée avec Téléphone, vous l'avez créée, et c'est lié à un roman américain de Jacques Kerouac. C'est pas la même chanson du tout. Hein, non, je sais, c'est sans doute le titre est le même, mais c'est pas la même chanson. Oui, chanson. il y a beaucoup de chansons qui s'appellent Sur la route parce que c'est un titre assez très commun, quoi. Oui, c'est sûrement lié au livre. Moi, c'était plus lié au voyage, quoi, qu'à ce livre directement de Jacques Kerouac, quoi. Bien sûr, je connaissais ce livre. Je l'avais pas lu, mais je le connaissais. Je veux dire, c'est un livre culte. Mais je dirais que j'avais écrit cette chanson, j'avais fait écouter à Jean-Louis Aubert, et je le connaissais un petit peu. J'avais fait les premières parties pour lui, je pense. Je suis presque sûr que j'avais ouvert pour lui. Début, oui. Oui. Et on s'était rencontrés à des émissions de radio de France Inter, une émission de Jean-Louis Foulquier. Et on l'a chanté ensemble, on a fait beaucoup de concerts ensemble, on a fait beaucoup on a passé beaucoup de temps, on a fait du bateau ensemble, on est devenus copains, on est toujours copains. C'est lui qui m'a appelé il y a 10 minutes là, pendant qu'on avait une interruption. C'est comme un grand frère ou quelqu'un de toujours proche ou un cousin éloigné. Des fois je le vois pas pendant quelques années, puis ensuite on se recroise et on est très heureux, ému de se recroiser, d'être montés sur scène tant de fois ensemble et d'avoir tant d'amitié et d'estime l'un pour l'autre. Et il n'y a pas que la scène pour vous, on en reparle dans quelques instants avec une autre date, le 3 mai 2017. A tout de suite sur Sud Radio. Ça je sais. Avec Raphaël. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Raphaël. Cet album Haute Fidélité, on en parle dans quelques instants. Mais le 3 mai 2017, il s'est passé quelque chose et vous vous en souvenez là, Raphaël? Ah ouais, ça je m'en souviens, c'est ça. C'est le prix Goncourt, c'est ça? C'est ça, le concours de la nouvelle. Concours de la nouvelle, oui. C'est quand même prestigieux. Ouais. C'est un livre de nouvelles que vous aviez écrit, avec 13 nouvelles. Oui. Et ce livre, vous êtes récompensé par le plus beau des trophées. Oui. Comment vous l'avez appris? Je l'ai appris par mon attaché de presse de chez Gallimard, Pierre Gestad, le directeur de la... Je ne sais, je crois qu'il était... Enfin, je ne sais plus quelle est sa fonction chez Gallimard, mais bon, c'est lui qui m'a appris ça, et j'étais très ému, heureux. Je me rappelle, il m'a appelé le matin pour me dire de le rejoindre chez Gallimard, dans un espèce de petit bureau attenant au salon. Là, c'est très prestigieux, Gallimard, comme ça, le hall d'entrée, les bureaux. Il y a une histoire, là, pour le coup, qui est tellement mythique. Dans chaque couloir, on sait que, je ne sais pas, que Camus a marché, ou que Duras a été pour diriger des collections, des choses comme ça, ou pour être éditrice. Et tant d'autres. C'est absolument... Ça, c'est très mythique pour moi. Oui. Et du coup, on s'est retrouvés là, on a été au café à côté prendre une vodka. Il était 10h du matin ou 11h du matin, parce qu'il fallait on ne savait pas. Il m'a juste dit, c'est dans les 4, maintenant, ça se joue, on se retrouve, on verra bien. Et puis on attend un coup de fil, il regarde son téléphone pendant des heures, et on prend une deuxième vodka, voire une troisième, et puis on retrouve, à un moment donné, il me dit, alors oui, c'est toi qui l'as, et puis on part je sais plus comment, en scooter, je crois, en taxi, au restaurant Drouin, là où ils remettent le prix, où il y avait le patron Antoine Gallimard, qui nous attendait là-bas, ou qui nous a rejoints là-bas. Et c'était très étonnant, bien sûr, très, très émouvant pour moi. Alors là, autant les victoires de la musique, je suis un peu passé à côté, autant là, j'en ai bien profité, je peux vous dire. Ah, parce que Drouin, en plus, c'est un salon où il y a le déjeuner des Goncourt, avec les couverts au nom de tous les académies des Goncourt. Vous êtes entré dans ce salon. Oui, c'est ça, on a déjeuné dans ce salon, oui. Et ce prix, il y a quelqu'un qui vous a félicité, c'est Didier Decoing, qui est aujourd'hui le président de l'Académie Goncourt, qui a dit que votre livre était poignant, déchirant, et que c'était l'un des plus beaux livres de nouvelles qu'il avait lu de sa vie. Ah, c'était trop gentil, je me rappelle, ce Didier Decoing qui avait écrit un très joli texte sur ce livre, et ensuite il m'a réinvité au Salon du Livre, je crois, de Nancy, où il a dit des choses charmantes. Et puis bon, c'est un très grand écrivain, je l'aime beaucoup. J'ai plein de gratitude. Oui, c'est un très grand écrivain qui a commencé comme chroniqueur parisien, assistant de Philippe Bouvard dans le Figaro, et qui ensuite a fait son chemin, un grand chemin, et un chemin qui n'est pas fini. Alors, vous avez publié ce livre, non pas sous le prénom de Raphaël, mais sous votre vrai nom, Raphaël Laloche. Pour différencier les deux. Ouais, pour pas que ça fasse livre de chanteur. Voilà.
Et alors, pourquoi ce livre? Pourquoi avoir écrit un livre de nouvelles au départ, Raphaël? Je ne sais pas, comme ça, parce que j'aimais bien les nouvelles, parce que j'avais des petites histoires à raconter, que c'était comme des, des choses qui m'inquiètent un peu, que j'avais envie de laisser poser, et ensuite de les voir comment elles se développaient, et comment elles prenaient une vie autonome. Des petits mondes comme ça qui fonctionnaient tout seuls. Et vous avez travaillé avec un éditeur que je crois qui était un copain et que vous connaissiez depuis longtemps? Ouais, sur ce livre-là, oui, oui. Et vous êtes retrouvé dans la collection blanche, qui est la plus prestigieuse collection de Gallimard. C'est une bonne collection, c'est une très bonne collection. Après, il y a beaucoup d'auteurs à la Blanche. Il y a des très grands auteurs, il y en a d'autres moins importants. Hein. Oui, mais se retrouver pour un premier livre chez Gallimard, ouais, c'est pas mal. Oui, bien sûr, c'est formidable. Et le premier auteur de la collection... Et puis, je vous dis, la manière dont ils travaillent dans cette maison, moi je trouve ça admirable, quoi. Les correcteurs, les préparateurs, le niveau d'exigence, là pour le coup, ça m'a saisi, quoi. Je trouvais ça formidable. Et puis tous les attachés de presse, Pierre Gestel, là, le boulot qu'il avait fait, Christelle, enfin tous les gens qui bossaient sur le livre, c'était tellement élégant, j'ai adoré, quoi. J'adore ce milieu-là. Oui, et le premier livre de la collection blanche pour votre culture, c'est L'otage de Paul Claudel. D'accord. C'est quand même pas n'importe quoi. Non, alors, je l'ai pas lu, mais je suis sûr que ça doit être incroyable. Ah, c'est incroyable. Alors, vous avez effectivement travaillé avec des gens qui, comme vous, travaillent chaque phrase, veulent une écriture épurée. Je crois que c'est très important pour vous, Raphaël. Moi, oui. Enfin, il faut trouver son style, quoi. C'est vrai que moi, j'aime bien quelque chose d'assez simple, comme ça, pas forcément transparent. Ça peut être un peu lyrique aussi, mais il faut que ce soit un peu sec, comme ça. Faut pas que ce soit trop... j'aime bien quand c'est un peu sec, quoi. Mais le style, ouais. Mais ça veut dire beaucoup de travail pour épurer chaque texte. Sur certains textes, ça se fait facilement. Sur d'autres, ça dépend un peu de... Oui, de toute façon, c'est beaucoup de travail et puis c'est passionnant. Mais après, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de travailler les textes, de réfléchir. C'est un travail incroyable qu'on fait sur soi quand on écrit aussi. Oui, et vous le faites en permanence. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui, à chaque fois, remet son ouvrage sur le texte que vous êtes en train d'écrire. Pas pour les chansons. Pour les chansons, c'est très instinctif. Les chansons, souvent, j'écris un morceau et ensuite, j'y touche plus. Et c'est comme un moment, quoi, qui est fixé. Je me dis, ça devait être comme ça. Mais c'est vrai que les nouvelles... je passe beaucoup plus de temps et c'est... oui, j'ai l'impression que ça peut pas... Enfin, c'est vrai, vous avez raison. Mais en même temps, les nouvelles, c'est rare, parce qu'on dit toujours que les nouvelles ne marchent pas en France, que ça intéresse personne, qu'il faut faire des romans. Vous avez démontré le contraire, Raphaël. Ouais, enfin, je crois qu'il y a peut-être d'autres nouvelles qui marchent, mais c'est vrai que... Moi, j'aime les nouvelles, quoi. C'est vraiment un style que j'adore. J'aime ce format, j'aime ce mystère-là, de ne pas savoir d'où viennent les personnages avant, où ils vont après, qu'on les saisisse dans un moment, mais on peut imaginer tellement de choses du hors-champ, quoi. Et puis, après, c'est une tradition peut-être un peu française, parce que chez les Russes ou chez les Anglo-Saxons, les nouvelles, c'est aussi important que le roman, quoi. Je sais pas, il y a des nouvelles de Joyce ou de Tolstoï, il a fait que des nouvelles, hein. Il n'a pas fait de roman, par exemple. Enfin, il a fait des pièces aussi, mais bon, il a pas fait de roman, à ma connaissance en tout cas. Mais je crois que... Non, moi j'adore les nouvelles. Après, j'adore aussi les romans, mais bon, je trouve pas que la France manque de romans à chaque rentrée littéraire, quoi. Je pense que si je n'en fais pas, c'est pas très grave. Non, on manque de nouvelles. Vous parliez de Russie, et je crois que votre grand-mère russe lisait à 7 ans à votre père, en russe et en allemand, Shakespeare, La Tempête. En français, en fait. Français. Je me suis trompé. C'est moi qui ai dit que c'était du russe. L'allemand, c'était une erreur. Oui, c'est vrai. Et ça prouve que... C'est très beau, La Tempête, mais en fait, c'est très simple. Après cette interview, parce que j'ai dit ça dans une interview pour Le Monde il y a 2 ou 3 mois, et j'ai relu La Tempête en me disant qu'est-ce que c'est que ce truc, et c'est très beau, c'est très simple, c'est un conte presque, c'est assez accessible. Il y a une première lecture, en tout cas assez accessible, et je pense que je pourrais le lire à mon petit garçon qui a 7 ans, et qui serait pas étonné, quoi. Et d'ailleurs, il y a... D'ailleurs, je vais le faire, je vais le lire même en... Je sais pas en quelle langue je pourrais trouver pour que ce soit piégeux. Non, ça va en français, je vais le lire. Mais d'ailleurs, il y a une actrice britannique de la Royal Shakespeare Company qui a mis au point un système avec ce texte pour apprendre aux enfants autistes le sens des émotions. Et c'est une très bonne méthode nouvelle qu'on essaye en ce moment en Angleterre, à partir de ce texte. D'accord. C'est étonnant. Bah ouais, parce qu'il y a un personnage comme ça qui en a appris à parler. C'est le Caliban, là, peut-être, ça vient de ça, je ne sais pas. Alors, les chansons, vous avez chanté avec des enfants cette chanson qui s'appelait Somnambule. Si jamais je m'endors avant, y a-t-il une vie le lendemain? Est-ce qu'on reconnaîtra les siens?
Alors c'est les chœurs d'enfants de l'école Houdan, dans le 18e. Houdan, ouais, rue Houdan. Rue Houdan, oui. Qui est une école expérimentale dans le domaine de la scolarité, où on fait certains jours, pas d'autres, pour voir si ça marche avec les enfants. Ça fait 10 ans que ça dure. Oh non, c'est pas si. Enfin, moi, mes enfants, ils ont tous fait leurs études. Non, c'est une école. Qu'est-ce que je peux dire de Non, différent? on dit que c'est l'aménagement du temps scolaire qui est très particulier là-bas. Oui, ils commencent un peu plus tôt. Oui. Ils commencent à 8 h du matin. Et certains après-midi, ils n'ont pas cours. 2 après-midi par semaine, ils n'ont pas cours pour faire du sport. C'est vrai, c'est pas mal. C'est une super école. Et puis, c'est une école très mixte. Ça me plaît beaucoup comme école. C'est la vraie école de la République comme on aime, avec les murs de briques, avec une grande mixité sociale, avec, je sais pas, ils sont heureux tous les jours d'aller à l'école en plus, les gosses, vraiment, je trouve ça une école formidable. C'est pour cette raison que vous avez enregistré avec ces enfants, Raphaël? Je la connaissais pas encore, mais après avoir enregistré avec ses enfants, mes enfants y ont été, et j'ai beaucoup aimé, ouais. Et pourquoi cet album avec des enfants? Pourquoi cette école, au départ? Cette école, parce que j'en avais essayé plusieurs et que c'était la seule qui avait accepté de se livrer à cette expérience, comme ça, de faire venir des magnétos à bande dans une salle de classe, de prendre du temps avec les cours de musique au lieu d'apprendre, je ne sais quoi, le truc à la claire, enfin, les tubes de variété du moment. Ils se sont dit, on va faire enregistrer un disque avec un chanteur, c'était plus intéressant, alors que les autres ont préféré continuer leur programme habituel et surtout ne rien déranger. Donc déjà, ils ont voulu participer à cette expérience qui était pas très longue, hein. Je suis venu 4 fois dans cette école, 4 fois 2 heures. Donc c'était pas non plus un chamboulement total, mais c'était même pas 4 fois 1 heure, je crois. Mais c'était très marrant, et puis c'était un grand souvenir d'être avec une classe de CM2. C'était pas des tout petits, hein. Oui. C'était des gosses de 11 ans, quoi, 10-11 ans. Et c'était très sympa. Des fois, je recroise encore dans le quartier, là, qui me disent « Ah, c'était vraiment super », ou c'était marrant, quoi. Et pourquoi cette idée? Vous avez eu une envie comme ça de chanter avec des enfants? Ouais, j'avais des gosses petits. Je me suis dit c'était bien de faire un truc avec des gosses, mais de montrer que le territoire de l'enfance, c'est pas qu'un truc de mignonnerie, de mignardise, de trucs comme ça, mais c'est aussi un monde cruel, un monde violent, un monde un peu fantomatique aussi. Sur une terre qui est plate, et vous le chantez. Je sais que la terre est plate, je sais les noms des nuages, je sais qu'il n'y a pas de vie après la mort. Je ne suis pas si idiot. Ça aussi, c'est une chanson, je dirais pas écologiste, mais c'est un petit peu votre nature profonde, Raphaël. De quoi? De dire que la Terre est plate? Non, l'écologie, la Terre est plate, non. Ça... C'est-à-dire, vous respectez la nature. Oui, alors j'avais pas pensé à cette chanson comme une chanson écologique, mais pourquoi pas? Oui. Pour moi, c'était une chanson d'amour, un peu comme ça, de dire que de vivre dans un monde magique comme ça, qui ne s'intéressait pas à la science, quoi, qui disait juste je connais les noms des nuages, je peux appeler les plantes par leur nom, je connais leur langage, mais je sais pas que la Terre est ronde. Je veux dire, c'était une chanson, j'y voyais pas quelque chose d'écologique, mais je suis tout à fait écologique, si c'est ça la question. Oui, totalement, bien sûr. Je viens ici en vélo en permanence, et puis je sais pas, c'est aujourd'hui, on peut presque plus, enfin, j'essaye de pas enlaidir le monde autant que je peux, quoi, à mon très misérable niveau. Alors, vous avez déclaré un jour être incapable de chanter « Il y a de la joie », et pourtant Charles Trenet un jour vous a chanté. Raphaël, toujours très solennel, sans s'affoler, soigne bien sa clientèle, correct et bien stylé. Une chanson qui s'appelle Raphaël, que vous connaissez je connaissais peut-être. pas, non. Voilà, et c'est une chanson où il termine en disant que ce n'est pas un saint Raphaël, jeu de mots, mais qui correspond à l'esprit de Trenet, qui se renouvelait sans arrêt comme vous, car vous renouvelez sans arrêt, c'est très important dans vos chansons, et sauf une fois, je crois, vous êtes toujours renouvelé, Raphaël. Ouais, j'essaye de faire des disques différents, de faire des expériences sur le son, de travailler mon truc. Après, j'essaie pas de faire un exercice de style en me disant, alors qu'est-ce que je vais faire là? Je veux dire, je sais bien que je serais pas crédible si je faisais du reggae ou du rap, quoi. Je tromperais personne, mais j'essaye de faire avancer mon boulot, quoi, de remettre mon ouvrage et de travailler. Ouais. Oui, et vous avancez aussi dans d'autres domaines, puisque vous avez réalisé un court-métrage musical qui s'appelait Revox, je crois, à partir des chansons de l'album Super Welter, dont celle-ci. Un low cost pour l'enfer. Pourquoi ce court-métrage? C'était Manager la chanson. Pourquoi ce court-métrage? Et c'est une envie d'aller plus loin dans le cinéma?
C'était comme un... On avait fait un clip sur Manager, j'avais fait le clip de Manager, je m'étais bien éclaté en le faisant, et je me suis dit, il me restait un petit budget comme ça pour faire un second clip, et je me suis dit, plutôt que de faire encore un clip qui va être vu par je ne sais combien de personnes, mais qui aura pas une existence plus pérenne, essayons de faire quelque chose de plus artistique. Donc j'ai fait un petit court-métrage avec un scénario un peu fragile, à vrai dire, mais hélas, un truc écrit en 3 jours comme ça, parce que tout s'était fait dans la précipitation, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner, et les scènes de musique en tout cas sont vachement bien dedans. Après les scènes le texte laisse à désirer, c'est moi qui l'ai fait, mais le reste est bien. Ouais. En même temps, vous rêvez aujourd'hui d'un long métrage. De réaliser Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. C'est un de vos projets, c'est bien en cours. Je crois qu'il y a un scénario qui a commencé, qui a être écrit. C'est en cours, ouais, c'est en cours. Je sais pas. J'espère le faire à la fin de l'année, mais je ne sais pas encore. On sait pas du tout. Ouais. On verra bien. En attendant, il y a d'autres choses, en particulier cet album, dont on parle dans quelques instants à travers une autre date. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Raphaël, 5 mars 21, sortie de cet album Haute Fidélité. Un nouvel album qui est fidèle à votre esprit, à votre public. Et la première chanson de l'album, bien sûr, c'est Haute Fidélité. Mais ne baisse jamais ton masque. 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 Alors cet album Haute Fidélité, pourquoi ce titre et pourquoi cet album au départ, Raphaël? Pourquoi ce titre? Parce que c'est un titre... ça faisait référence au son hi-fi des chaînes hi-fi Haute Fidélité. Oui. Parce que j'avais souvent fait des disques avec des sons, quelquefois des disques avec des sons plus sales comme ça. Et j'avais envie de faire un disque qui puisse s'écouter très fort sur des chaînes hi-fi avec une très belle définition. Et puis ça parle de la fidélité qu'on a en amour, en amitié, qu'on a vis-à-vis de soi-même. Et ensuite, alors la chanson Haute Fidélité, c'est pas le premier extrait du titre, c'est une des chansons de l'album. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que Haute Fidélité, moi je me suis un peu renseigné, le premier à avoir inventé la Haute Fidélité, c'est un certain Lee de Forest, un ingénieur américain, qui a permis de réaliser les premiers amplificateurs électroniques en 1906, donc il y a quand même assez longtemps. Et la Haute Fidélité est née ensuite dans les années 50-60. Mais vous évoquez aussi les masques. Est-ce que c'est par rapport à la situation actuelle, on tombe le masque, ou est-ce que c'est tout à fait autrement? C'est les deux, c'est un peu les deux. C'est à la fois, bien sûr, il y a le masque qui protège du virus, mais il y a aussi l'idée on porte tous des masques dans la vie, et puis on est obligé d'en porter. Et puis peut-être qu'il faut les garder, laisser l'amour venir comme ça, vous emporter, mais garder toujours comme un sanctuaire ou comme quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever. C'est une armure sentimentale en quelque sorte. Oui, tout à fait. Vous en avez eu besoin vous-même? Vous avez un masque, vous aimez vous protéger derrière ce masque, Raphaël? Ouais, je pense qu'au final, on est quand même... Ouais, je dirais qu'on est responsable que de soi-même, d'une certaine manière, et que le bonheur qu'on se donne, c'est le bonheur qu'on se donne à soi-même, et qu'il faut peut-être pas attendre trop des autres. Voilà. Oui, mais en même temps, on a une famille, des enfants. Bien sûr. Là, de ce côté-là, on n'a pas de masque dans ces cas-là. On peut aussi, bien sûr. Même les enfants ont des masques vis-à-vis des parents, les parents vis-à-vis des enfants. Bien sûr, moi j'ai un masque. Si quelque chose va pas, je vais pas le montrer à mes enfants. Jamais, je garderai un masque, évidemment. Bien sûr. Et quand quelque chose va, en revanche, on tombe pas le masque. Quand quelque chose va, on le partage. C'est ça que vous voulez dire? Oui, bien sûr. Ouais. Et dans cet album, il y a donc beaucoup de chansons. Il y en a une qui s'appelle Années 20. Les années 20 sont folles, souviens-toi. Les années 20 sont folles, encore une fois. Les années 20, est-ce que ce sont celles-ci? Est-ce que ce sont les années 1920, Raphaël? Ce sont celles-ci. Oui. C'est à celles-là que je pense. C'est nos années 20 à nous. Qui viennent de commencer, mais après il y a un parallèle avec les années 20 de 1900. On peut le voir, même cette épidémie, un siècle d'écart quasiment, exactement, qui se répète. J'ai l'impression que l'histoire, c'est aussi un éternel recommencement, bien sûr. J'ai vraiment cette impression. Et vous avez étudié ces années 20, les années folles, celles de l'art déco, celles où la fête était partout? Étudier, je ne sais pas. Après, j'en ai une vision à travers le cinéma, la musique, cette espérance aussi qu'après les périodes de privation, on a besoin de se retrouver, de retrouver la chaleur, la peau, les baisers, les caresses, ouais.
En plus, c'est l'année, ce sont les années où la femme vraiment a connu ses premières libertés. Elle pouvait fumer en public, conduire une voiture, ce qui ne se faisait pas avant. Ah oui, oui, bien sûr. Alors, il y a quelqu'un que... Enfin, bien sûr, je ne savais pas, non, non. Il y a quelqu'un... Je les écoute. Il y a quelqu'un comme vous qui a exactement le même principe, c'est Claude Lelouch, qui est en train de tourner un film depuis 15 ans. Il a pris des images parce qu'il pense, il s'est intéressé aux années 20 et le film racontera justement les mêmes années 20. Je ne sais pas si vous le savez. Non, je connais bien Claude Lelouch et j'ai joué dans un de ses films et puis je le connais bien. Il fait toujours des projets étonnants, comme ça, intrépides, donc ça ne m'étonne pas de lui. Je suis sûr que ça va être super. Et ce sera son dernier film, dit-il. Après, il passera à son école de cinéma, mais il évoque le siècle à travers des années 20. Il a toujours pensé depuis 10 ans que ces années 20 seraient particulières. Nos années 20 là maintenant? Oui, oui. Ah ouais, bah ouais, il a raison. Et vous avez tourné avec Claude Lelouch, mais je suis sûr que le métier d'acteur, c'est pas votre meilleur souvenir, Raphaël. Bah, c'était un bon souvenir de tourner avec Claude Lelouch parce qu'il est charmant et que. Mais après, j'ai pas de prédisposition pour ça. Je suis pas très bon, quoi. Donc, je préfère laisser d'autres gens qui le font très bien, quoi. Vous avez fait aussi du théâtre pour l'amour de Gérard Philippe. Ouais. Ça, c'est un beau souvenir. Non, ça, c'est un très mauvais souvenir. Ah, pourquoi? Parce que je me suis fait chier, vraiment, j'ai pas aimé du tout. Vous n'aimez pas le théâtre, c'est préféré... J'aime le théâtre comme spectateur, mais pas comme acteur. C'était pas bon, c'était pas la bonne pièce, et puis j'étais pas prêt, je ne sais pas, enfin... Voilà. Et il y a un metteur en scène de cinéma qui vous affectionne, qui a donc tourné un DVD, c'est Jacques Audiard. Oui, c'est vrai. Ça, il y a une complicité avec lui. Comment c'est né? Il avait fait un clip pour moi il y a très longtemps, une chanson qui s'appelait Aux Compagnons, en 2003. Et depuis, on se parle de temps en temps, on se voit de temps en temps, dont ce DVD qui a été fait en 2011, je crois, en 2012, quelque chose comme ça. C'était super, ouais, il a fait un très beau film, magnifique. Et alors vous avez une particularité, vous travaillez chez vous. C'est-à-dire que cet album, si j'en crois la pochette, il a été enregistré chez vous dans le calme après des mois d'écriture. Bah, c'était pendant le confinement, oui. Donc, le premier confinement, donc je l'ai enregistré chez moi, dans ma chambre à coucher. Personne ne bougeait, personne ne voyageait, n'allait nulle part. Et donc oui, en grande partie, a été enregistré chez moi. Quelques autres pistes ont été faites dans d'autres endroits, mais c'est l'essentiel, oui, c'est vrai, dans ma chambre. On prend des habitudes comme ça, non? On est plus tranquille que dans un studio? C'est des choses différentes, ça dépend vraiment de ce dont on a besoin, quoi. C'est bien de ne pas refaire les mêmes recettes, à mon avis, mais... Quand on est dans l'univers comme ça, stérile du studio, c'est comme dans un cockpit de pilotage, vous voyez, c'est stérile au sens de comme un bloc opératoire, quoi. C'est un univers très aseptisé. Alors, le son doit être dans certaines limites et tout ça. Alors, quand on est chez soi, on est dans le chaos, ou dans le bruit, ou dans le mouvement, c'est très agréable aussi, mais bon, j'aime les deux, vraiment, j'aime les deux. Voilà. Et il y a quelqu'un dans cet album à qui vous rendez hommage, dans une chanson, c'est Christophe avec Norma Jean. L'air de l'Atlantique, ça doit aller. Les plages alcalines, tu connais. Et ta belle gueule, et ta veste rayée. Alors, Norma Jean, c'est le vrai nom de Marilyn Monroe, c'est une fleur. Et cette fleur, ça a été le début de votre histoire d'amitié avec Christophe. Pas forcément le début, mais c'est vrai qu'il y a une fois, je montais sur une scène et il m'a dit « Je te ferai porter ça, des Norma Jean blanches, est-ce que tu connais ?» Ça faisait déjà quelque temps qu'on était copains, mais ouais, c'est vrai. Donc au moment où il est parti, où il est mort, il y a un an pile, quoi, presque, à quelques jours près, j'écoutais beaucoup sa voix, sa chanson. Tout le monde était très ému, quoi. Je me souviens vraiment, bon, tout le monde aimait Christophe, quoi. C'est comme là, Tavernier qui a disparu. Tout le monde aimait Tavernier, quoi. Et puis parfois je me dis que c'est dommage qu'il faille ça pour redécouvrir enfin, Christophe, tout le monde l'aimait déjà avant. Voilà. Tout le monde l'aimait déjà tout le temps, voilà, sûr. Tavernier aussi, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Et vous débarquiez chez Christophe? Je dis ça parce que je regarde en ce moment tous les films de Tavernier. Là, je me fais une semaine depuis 4 jours et à chaque fois je me dis putain, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça nous manque des dialogues de ce niveau, qu'est-ce que ça nous manque même des images d'une telle beauté, d'un jeu, là, putain, Noiret, qu'est-ce qui manque, Noiret? Noiret me manque aujourd'hui, Philippe Noiret me manque beaucoup. Il a tourné 5 films avec Tavernier, et c'était vraiment son porte-bonheur et son complice au cinéma. Ouais, c'était son alter ego, ils se ressemblaient, c'était des grands gaillards, comme ça, des mangeurs, comme ça, j'adore. Ouais, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite Non, c'est important. En plus, on rend hommage à Tavernier, il le mérite. Maintenant, Christophe, je crois que vous allez chez lui à n'importe quelle heure. Bah lui, il vivait la nuit, hein, ça c'est sûr. Ouais. Moi, je vis moins la nuit que lui. Moi, je suis un peu plus famille comme ça la nuit.
Mais ça m'est arrivé en tout cas, les quelques fois où on a enregistré ensemble, c'était toujours à 2-3 heures du mat, on se retrouvait dans un studio pour travailler, ouais, c'était un oiseau de nuit. Oui. Et regarder la télé, moi je me souviens d'un film que j'ai tourné et qui passait à 3 heures du matin, il les avait vus. C'est assez étonnant, c'est un personnage. Une autre chanson qui évoque justement en filigrane Christophe, c'est Maquillage bleu. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Ça bouge un peu, ça bouge un peu. Alors c'est vrai que cette chanson, ça évoque aussi Sagan, Johnny, la vitesse. C'est un univers aussi qui n'existe plus. Ça doit exister encore, hein, mais c'est vrai que c'était une sorte de romantisme, en tout cas, de ça. Mais c'était des gens, surtout, on a l'impression qu'ils se faisaient pas trop, qu'ils gardaient pas beaucoup de réserve pour le chemin retour, quoi. Comme s'ils partaient à la nage et qu'ils disaient, on verra où on arrive, mais je sais pas si j'aurai assez de force pour rentrer. J'aime bien ce courage-là, Ouais. même si moi je l'ai pas forcément du tout. Mais Vous roulez pas à 200 ou à 300 à l'heure. non, mais l'idée n'est pas de rouler à 300 Ouais. à l'heure non plus, mais je veux dire l'idée d'être intrépide dans son art, en amour, d'être intrépide, quoi. C'est plus ça que de rouler vite. Non, moi je roule en vélo, donc je peux difficilement faire des excès de vitesse. Voilà. Un autre Ou en homme- voilier, enfin je veux dire, j'aurais du mal. Oui, en voilier, on a juste les vagues d'applaudissements ensuite. Peut-être avec cette chanson qui s'appelle justement La Jetée. Tiens. Sur la jetée des cœurs perdus et nos patries vendues, vendues au plus offrant. Pour les Ça, c'est un hommage à Bachung. Non, pourquoi? Il y a un univers quand on écoute certaines paroles, il y a des liens avec l'univers de Bachung, à l'amitié. C'est un hommage à l'amitié. Bachung était un de vos amis aussi, très fidèle en amitié. Je l'ai connu un petit peu, c'était pas vraiment un ami. On avait vraiment quand même une grosse différence de génération, je dirais, mais j'ai fait une chanson pour lui. On a chanté ensemble à une époque sur une petite tournée avec Rachida, Daniel Darc et Jean-Louis Aubert. Qu'est-ce que je disais d'autre? Oui, en tout cas, cette chanson, je ne dirais pas qu'elle soit liée à Bachung, mais ni qu'elle parle de lui du tout. Mais après, si elle vous fait penser à Bachung, c'est bien aussi. Moi, j'adorais Bachung et j'aime tous ses disques, quoi, avec passion. Et une autre chanson, alors parce que vous faites appel à la nouvelle génération, c'est Pomme, qui a eu des victoires comme vous, Oui. s'appelle Le Train du Soir. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai. Pomme, Clara Luciani sont présents dans cet album. Oui. Pour vous, c'est important. Ouais, j'aimais bien l'idée d'avoir la nouvelle génération comme ça, d'être avec des jeunes chanteuses. C'est comme ça, on fait tous de la chanson. J'ai l'impression que c'est une transmission. Vous parliez de Bachung tout à l'heure, ou de Christophe, ou de Trenet. Bon, et puis ensuite, il y a les plus jeunes. Voilà, on fait tous là. Je trouve qu'on est dans une transmission, quoi, de cette chanson française qu'on essaye de réinventer, de défendre, de développer. On chante tous dans cette langue, comme ça. On essaye de s'inscrire dans la vie des gens, ou de faire de la poésie. Je crois que c'est comme ça, comme une filiation, ouais. Ben, la filiation, elle existe dans cet album qui s'appelle Haute Fidélité, avec de très belles chansons que vos fans apprécieront. Continuez comme ça, Raphaël. Merci beaucoup, merci pour votre très gentil entretien et très travaillé, fouillé, étonnant. Merci. Merci. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.